Ce programme vous est présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol. Faut-il étendre les BRICS à de nouveaux membres? C'est la question posée au deuxième jour du sommet à Johannesburg. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au 15e sommet des BRICS. Une quarantaine de pays ont manifesté leur intérêt à rejoindre le club des 5 et 23 ont officiellement candidaté. On peut citer parmi eux en Afrique l'Algérie, l'Égypte ou encore l'Éthiopie. Et ailleurs, on retrouve l'Arabie Saoudite, Cuba, les Émirats Arabes Unis ou encore le Bangladesh et l'Argentine. Mais avant de répondre favorablement ou non à la demande d'élargissement, les 5 pays des BRICS doivent tout d'abord s'accorder sur l'idée permettant d'atteindre cette perspective. Lors des travaux du jour, les leaders réunis ont exprimé unanimement leur soutien à l'horizon du renforcement du groupe des BRICS via son ouverture à des nouveaux membres. Toutefois, les critères d'adhésion devront être définis. C'est sur quoi les dirigeants du groupe travaillent, entre autres thématiques d'importance globale, à l'instar des défis géopolitiques posés par une conjoncture de transformation profonde, mais aussi dans la nécessité de promouvoir la paix et la stabilité dans un monde un peu plus polarisé. Nous allons justement en parler avec nos invités ce soir, en direct de Santiago, au Chili. Se joint à nous Esteban Silva Quadra, analyste politique. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. Est également avec nous depuis Washington François Ndengwe, analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Abdelrahman Hadef, expert en géoéconomie. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors messieurs, avant d'entamer le débat, je vous propose d'abord d'aller du côté de Johannesburg où se trouve notre envoyé spécial Mariam Ziane. Bonsoir Mariam. Bonsoir Nouhad. La question de l'élargissement des BRICS est sur toutes les lèvres. Mariam, qu'en est-il sur place? Que pouvez-vous nous en dire? Alors, Nouhad, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a reconfirmé que le bloc des BRICS se sent entendu sur la question de l'élargissement du groupe. Et selon la chef de la diplomatie sud-africaine, les BRICS ont adopté un texte qui établit les lignes directrices, les processus et les principes pour évaluer ces pays qui désirent de rejoindre le club des 5. Et selon nos sources, les BRICS vont s'entendre sur le calendrier, les conditions et les modalités de l'élargissement du groupe des BRICS, seulement que c'est une question de temps. Et la déclaration finale attendue pour demain nous donnera probablement plus d'indications et plus de détails précises sur cette question déterminante. Très bien, merci Mariam Ziane. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Johannesburg. Nous reviendrons vers vous dans nos prochains points de l'actualité. Alors les 5 pays des BRICS ont en commun la revendication d'un équilibre économique et politique mondial, multipolaire, notamment au regard de l'influence euro-atlantique. Et l'élargissement donc de ce bloc fait couler beaucoup d'encre. Je me tourne vers vous, Monsieur Hadef. Pensez-vous que le groupe des BRICS constitue un bloc alternatif à l'hégémonie euro-atlantique? Et est-ce que la perspective de son élargissement garantira un rééquilibrage des relations internationales au niveau géopolitique? Écoutez, sans aucun doute, aujourd'hui, il y a de nouvelles réalités géopolitiques qui imposent un peu une transformation de l'ordre mondial dans toutes ses dimensions, politiques, économiques et même environnementales. Et là, je pense que le groupe des BRICS va jouer de tout son poids, déjà économique, pour essayer d'ouvrir déjà le débat. Parce que c'est ça le plus important, c'est qu'il y ait de l'adhésion autour d'un débat pour transformer cet ordre, pour qu'il devienne un peu plus juste, équitable et surtout responsable, parce que les enjeux et les défis aujourd'hui sont énormes, à l'instar des changements climatiques, de l'immigration et aussi de la pauvreté, l'accès à la nourriture, donc des enjeux qui poussent
les leaders dans le monde à repenser l'ordre mondial, mais avec de nouveaux mécanismes, de nouveaux instruments. Et je pense que le groupe des BRICS aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, mais surtout dans sa configuration future, va jouer de tout son poids pour essayer d'avoir cet équilibre des forces. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a un déséquilibre flagrant dans l'ordre mondial lorsqu'on voit un peu les chiffres, quand on voit le nombre de la population, plutôt la proportion de la population dans le groupe des BRICS qui représente quelque chose comme 42% de la population mondiale, et en face dans le groupe du G7 qui n'atteint pas les 10%. Donc c'est un peu un grand déséquilibre en termes de rapport de force. La même chose par rapport à la dimension politique, lorsqu'on voit aujourd'hui le Conseil de sécurité qui est pratiquement contrôlé par les pays occidentaux. Aussi, il y a des questions à se poser. D'ailleurs, un des diplomates indiens dernièrement a soulevé cette question. L'Inde, qui représente le pays le plus peuplé de la planète, sa voix n'est pas entendue dans les arènes internationales. Aussi, aujourd'hui, il y a un grand problème en termes de financement du développement. Et ça, c'est un enjeu crucial pour l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, le financement est pratiquement contrôlé par les institutions de Bretton Woods, qui sont la Banque mondiale et le FMI. Et là aussi, les priorités pour le financement du développement sont disparates, sont tout à fait différentes par rapport entre les pays occidentaux et les pays, ce qu'on appelle aujourd'hui du Sud global. Et là, il y a une nécessité de rééquilibrer cette situation, parce que le Sud global, qui constitue aujourd'hui la majorité de la planète, a besoin de financements qui vont dans le sens de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, de la sécurité technologique aujourd'hui. Et il y a la santé, l'éducation. Donc c'est des enjeux sur lesquels l'ordre actuel ne répond plus, et surtout ne prête pas trop attention, parce que la priorité pour les pays occidentaux aujourd'hui, c'est le maintien du niveau de vie. C'est la réussite. La priorité, c'est eux. Voilà. D'ailleurs, un des responsables européens l'a dit de façon un peu déplacé lorsqu'il dit que l'Europe c'est le jardin et le reste du monde c'est la jungle. Ça, c'est une connotation qui dénote un peu sur l'esprit même de ce monde-là, qui doit aujourd'hui changer. D'ailleurs, ce que demandent les pays du BRICS et un peu plus le Sud global, c'est cet rééquilibrage, et aussi dans la vision, parce que c'est très important. Le monde évolue. Aujourd'hui, on est à plus de 8 milliards d'habitants. Ce n'est plus la même chose qu'on a été déjà un siècle en arrière. Et là, à mon sens, tous les discours convergent vers la nécessité, y compris, je pense, même y compris au niveau de certains pays occidentaux, parce que eux aussi, ils sont dans la menace. Il y a une réelle menace existentielle au niveau des pays occidentaux, lorsqu'on voit le déclin en termes démographiques dans ces pays-là, lorsqu'on voit aussi la dépendance aux ressources. Là, aujourd'hui, le Sud global regorge de ressources naturelles. Aussi, il devient la puissance industrielle. Et maintenant, les pays occidentaux ont besoin aussi d'une révision, une transformation de l'ordre mondial. Très bien, très bien. Je me tourne vers vous, Esteban Silva Quadra. Que pensez-vous? Pensez-vous plutôt que les BRICS sont donc une alternative à l'hégémonie occidentale? Oui, bien sûr. Parce que beaucoup de choses, ils sont changées quand les BRICS ils ont été créés dans l'année 2009. Dans la première réunion à la Russie, après les 2011 qui s'incorporait l'Afrique du Sud. C'est vrai que à ce moment-là, si on projette jusqu'à aujourd'hui, les BRICS représentaient les 40% à peu près de la population mondiale de la planète, les 25%
du PBI, du produit brut interne, et les 18% du commerce à niveau global. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans un scénario global qui change de façon vertigineuse et assez importante. D'une part, sur le plan économique et commercial et de commerce. Deuxièmement, sur le plan géopolitique à niveau global, nous assistons à un moment de crise aussi des institutions des Nations Unies et des organismes des Nations Unies créés après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans tous ces contextes-là, il faut évaluer la perspective qu'il y a aujourd'hui, les sommets du BRICS qui se tient en Afrique du Sud. Il faut ajouter aussi l'importance de la présence de quelques présidents nouveaux qui vont le faire, les mettre une dynamique différente. Par exemple, au Brésil, en Amérique latine et Amérique du Sud, le président Lula, bien évidemment qu'il a un changement qui s'est mis sur place dans les dernières années assez important sur l'administration du président Xi Jinping sur le plan global et sur le plan du développement commercial, productif, industriel de la Chine. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut parler du contexte qui traverse la Russie du président Poutine. Et si on met ça, les sommets organisés aussi par le président de l'Afrique du Sud, c'est très important parce qu'il a invité des leaders importants de l'Afrique, et inclut même des présidents comme le président Ghali de la République arabe sahraoui démocratique à ce dialogue, des sommets le président du Cuba. Donc, dans ces contextes-là, en résumé, c'est très important parce que ça permet d'envisager ces sommets, la croissance sur le plan économique, productif, etc., de BRICS. Deuxièmement, la possibilité de l'incorporation des nouveaux membres, y compris par exemple l'Algérie, et les rôles qui peuvent jouer quelques pays importants qui ont une histoire dans les non-alignements parmi les pays du Sud global, sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, sur le plan du commerce, etc. Et donc, c'est évident que nous sommes dans un moment où le nouveau monde commence à se mettre sur place, un nouveau ordre économique et multilatéral, et les BRICS vont jouer un rôle très important, pas seulement, j'insiste, sur le plan économique du commerce, sinon sur le plan géopolitique. Très bien. François Ndengwe, est-ce que l'élargissement des BRICS garantira un rééquilibrage des relations internationales selon vous ? Merci beaucoup pour votre invitation et je salue tous mes collègues qui ont parlé et qui ont donné des statistiques vraies. Votre question a une réponse que l'on connaît déjà. Le rééquilibrage est déjà en cours et je vais même dire un dépassement. Les BRICS ont déjà dépassé, par exemple, le G7. Je fais référence ici à un article qui avait été écrit par un monsieur Juglal Singh en avril dernier et qui est paru dans une revue qui s'appelle The African de 19 avril. Et le titre de l'article était très révélateur. Monsieur Juglal Singh, S-I-N-G-H, et donc le titre de son article c'est BRICS Knocks Out G7, c'est-à-dire que les BRICS mettent KO le G7. Et un chiffre qu'il donnait dans cet article, il disait que il a comparé depuis 1992 la part dans le PIB mondial du G7 a commencé à diminuer et si bien qu'en 2020 la part du G7 est passée pour la première fois en dessous de la part des BRICS. Donc 31,4 pour les BRICS, 30%
pour le G7. Et je crois que l'écart va continuer de se creuser. Donc, il s'agit maintenant, nous sommes en face d'une réalité qui est une réalité physique. Et une réalité, on ne peut pas, on a beau. Pour l'instant, je crois que le G7 tient encore parce qu'il manipule l'outil monétaire et en particulier le dollar. Mais en termes de production de l'économie réelle, non seulement les pays du BRICS ont dépassé les pays du G7, mais ils le dépasseront encore plus parce que le potentiel est là-bas. Si on voit les potentialités de croissance sont presque épuisées dans les pays du G7, alors que les potentialités de croissance sont énormes dans les pays du BRICS. Et en plus, si on a un BRIC plus, c'est-à-dire que si d'autres pays viennent s'adjoindre, les potentialités seront déjà grandes. Je ne vais pas rappeler toutes les statistiques, rien qu'au niveau de la population du BRICS, à l'heure actuelle, est autour de 40% de la population mondiale. Donc, vous voyez qu'elle a vocation, étant donné ses capacités en ressources naturelles, d'atteindre au moins 40% de la production de la richesse mondiale. Et en termes de richesse réelle, les pays du G7 bénéficient encore, comme je l'ai dit, de l'avantage exceptionnel et abusif du dollar. Et puisque nous sommes dans une émission de géopolitique, le nerf de la guerre, c'est cette monnaie. Et la chose importante pour cette réunion, c'est ce que l'on va voir qui sortira. Moi, j'attends surtout quelle sera la position du BRICS par rapport au dollar. Mais pour moi, les jeux sont faits, le G7 est dépassé, les États-Unis d'Amérique sont dépassés. Et pour prendre la métaphore qu'a signalé mon ami, notre collègue tout à l'heure, du ministre des Affaires étrangères de l'Europe qui avec dédain, considérait que l'Europe, c'est le jardin et que le reste du monde, c'est la jungle, je voudrais dire à ce monsieur qui est un Catalan d'Espagne que désormais, les travailleurs espagnols sont en train d'aller chercher du travail dans certains pays d'Afrique du Nord et il y a des reportages là-dessus. Donc, il pourra rester avec sa morgue dans son jardin, mais le jardin va flétrir, il verra le développement ailleurs et lui, Catalan et peut-être d'autres Espagnols et peut-être demain des Français seront obligés d'aller chercher du travail dans les pays aujourd'hui du BRICS. Merci. Très bien, merci à vous pour cette analyse. Messieurs, avant de continuer, je vous propose d'écouter le président chinois Xi Jinping qui a exprimé le soutien de Pékin à la perspective donc de cet élargissement des BRICS. On en parle juste après. Nous devons bien utiliser la coopération entre les BRICS et accélérer le processus d'expansion, laisser davantage de pays rejoindre la famille des BRICS, mettre en commun leur sagesse et rassembler leurs forces pour rendre la gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable. Les pays des BRICS devraient être des pairs sur la voie du développement et de la revitalisation et s'opposer aux actes de découplage, perturbant les chaînes industrielles et d'approvisionnement, ainsi que la coercition économique. Voilà, alors Monsieur Hadef, je reviens à vous. Certains observateurs s'accordent à dire que l'adhésion de nouveaux membres au BRICS pourrait renforcer donc le groupe et créer un contrepoids donc à l'expansion euro-atlantique, notamment dans un contexte mouvementé marqué par le retour d'un conflit, à savoir le conflit ukrainien. Effectivement, je pense que le conflit ukrainien a donné le là à un changement radical dans le rapport des forces dans le monde. Et je pense aussi ce qui a suivi ce conflit-là a accéléré les choses. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hégémonie. Effectivement, l'hégémonie est aujourd'hui caractérisée par l'usage abusif des instruments financiers et particulièrement le dollar. Et je pense que déjà la création, pour revenir un peu en arrière, la création des BRICS est venue en réponse un peu à cette dérive du système financier mondial en 2009 suite à la crise de 2008, la crise des subprimes et la grande crise financière. Je pense que c'est à ce moment-là que le monde a commencé à se poser des questions parce que le système financier qui devait être au service du système économique a pris le dessus. Et là, aujourd'hui, on est en train de constater une réelle dérive
de ce système-là, surtout avec le niveau de dépenses des États-Unis et l'usage abusif de ce dollar-là, qui devient aujourd'hui un danger, pas seulement pour les États-Unis, mais pour tout le monde. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur la déclaration dans les années 70 du secrétaire au Trésor américain, lorsqu'on lui a posé une question sur la possibilité d'un scénario pareil, d'une dérive du dollar, ce qu'il a dit, le dollar c'est notre monnaie et c'est votre problème. Ouais. Et là, aujourd'hui, on le vit, aujourd'hui effectivement, surtout lorsqu'on voit les sanctions qui ont été imposées à la Russie et à la confiscation de ses avoirs, le monde a le droit aujourd'hui de se poser cette question, est-ce que on peut continuer à fonctionner avec un système pareil? C'est là où ça devient nécessaire, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir le débat sur la nécessité de transformer l'ordre mondial, qui à un moment donné était régi par le droit international, mais à un moment de l'histoire, on n'était plus dans le droit international, mais on est devenu dans les règles du droit international. Et là, on a commencé à jouer avec les règles. Au lieu de respecter le droit, on a joué avec les règles pour essayer de satisfaire des intérêts de certaines parties. Et là, aujourd'hui, avec l'évolution de l'économie mondiale, avec l'évolution de pays comme ceux du BRICS, ça devient nécessaire qu'on ait un certain rééquilibrage pour le rapport de force. C'est maintenant qu'il faut aujourd'hui accélérer, parce que c'est une opportunité pour les pays du Sud global, d'accélérer cette union pour aller vers un monde multipolaire, pour essayer de porter la voix de certains pays qui n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer. Mais maintenant, on voit que les choses changent. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a mis en évidence certaines volontés de certains pays. D'ailleurs, le fait que la majorité des pays dans le monde n'ont pas condamné ce conflit-là, ça dénote qu'il y a un changement radical dans le paradigme et dans la position de beaucoup de pays dans le monde. C'est pour cela que le président chinois, dans son discours, parle de la nécessité d'utiliser cette cohésion, ce regroupement, pour aller rapidement vers un élargissement du BRICS déjà, mais surtout d'aller vers une reconfiguration de l'ordre mondial. Et je pense qu'aujourd'hui, des pays comme la Chine, comme la Russie, le Brésil aussi, avec le retour de Lula, et surtout avec des pays qui vont venir avec. Donc aujourd'hui, on parle de l'Algérie, on parle de l'Indonésie, on parle de l'Iran, de l'Argentine. C'est des pays qui vont porter aussi cette voie, parce qu'il ne faut pas oublier, et je reviens aussi toujours vers l'histoire, que le premier pays qui a demandé à revoir l'ordre mondial, c'était l'Algérie en 1974, par la voix du défunt Houari Boumedienne aux Nations Unies, lorsqu'il a demandé que le monde ne pouvait plus continuer à fonctionner avec cette hégémonie. Il fallait revoir l'ordre mondial en général pour qu'il soit plus juste et plus équitable. Et là, l'histoire a donné raison à l'Algérie, et maintenant on est obligé. Pour revenir au sommet des BRICS, il est important aujourd'hui de discuter déjà de l'élargissement, parce que ça devient inéluctable. Mais aussi, il y a un deuxième point dont notre ami a mentionné, c'est surtout cette position par rapport à l'hégémonie du dollar. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat aussi qu'il faut ouvrir pour trouver une alternative, pas au dollar seulement, mais au système financier. Parce qu'il y a deux aspects dans ce sujet-là. Il y a le dollar en tant que monnaie de réserve et monnaie de transaction, mais il y a le système financier qui est le SWIFT aujourd'hui, qui est aussi politisé aujourd'hui. Oui, c'est un aspect qu'on a abordé hier justement. Voilà, par les pays occidentaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde a besoin de revenir vers les fondamentaux de l'économie, un système financier qui est apolitique. Très bien. Très bien, je me tourne vers vous, Esteban Silva Quadra. Concrètement, pensez-vous que les sanctions maximales prises à l'encontre de la Russie ont incité plusieurs grandes nations, à rejoindre les BRICS ?
Je pense d'abord... Notamment par peur de subir le même sort. Non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une crise économique très importante. Nous sommes en train de... il y a des bouleversements sur les échanges commerciaux, sur la production, qui ont eu un impact très important à cause de la guerre qui confronte à la Russie avec les pays de l'OTAN. Parce qu'il faut le dire, les conflits qui se déroulent à niveau de la Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit entre la Russie et les pays de l'OTAN, et notamment les pays des États-Unis, l'Union africaine, etc. Donc, je pense que tout ça est en train d'avoir des impacts considérables sur le plan économique, sur le plan commercial, mais sur le plan aussi géopolitique, et il faut le dire. Et donc, dans ce sens-là, le relancement sur le plan politique, pas seulement sur le plan économique, commercial, du BRICS, et même les possibilités de l'élargir, de leur élargissement, ça ouvre une route géoéconomique et géopolitique très considérable. Je veux réfléchir sur deux aspects que je pense qui sont importants. Un, sur le plan, comme il a dit les collègues, sur le plan économique et commercial. Il faut mettre en valeur les rôles qui peut jouer la nouvelle banque du développement du BRICS, qui est présidée par la ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff, sur le plan d'une part, le financement du commerce, c'est-à-dire le dépassement aussi du dollar sur les échanges commerciaux du pays du Sud global, mais de façon plus large, les possibilités justement de financer le transfert de technologies et les possibilités du pays membre et ses alliés de reprendre des processus de réindustrialisation des pays du Sud qui pourront vraiment élargir la production et aussi le commerce, les poids du commerce des pays membres du BRICS et des pays du Sud. Et d'autre part, sur le plan géopolitique, c'est vrai que la crise des institutions des Nations Unies pour assurer les droits internationaux, la même charte des Nations Unies, non, sur plusieurs sujets de décolonisation qui sont inconclus, par exemple, les sujets différents des échanges inégaux. Oui, c'est un sujet qu'on va aborder en troisième partie d'émission. Sont aussi très importants sur le plan géopolitique, et dans ce sens-là, je vais finir avec ça, je pense que l'élargissement, par exemple, avec la possibilité de l'entrée le plus dynamique possible de l'Algérie, qui était un des pionniers des non-alignés, des non-alignements, c'est très important pour élargir et renforcer les nouveaux BRICS, les nouvelles BRICS. Très bien, merci. Monsieur Ndengwe, je me tourne vers vous. Ne pensez-vous pas qu'il existe des craintes exprimées par certains acteurs sur le fait qu'un trop grand nombre d'élargissements puisse être contre-productif? Non, je ne crois pas que l'élargissement puisse être contre-productif dans la mesure où les règles de l'élargissement pourront être prises de façon à ne favoriser aucun pays. Vous vous figurez que parmi ces 5 pays déjà qui sont là, à part peut-être l'Afrique du Sud qui est un peu plus petit en termes de taille, aucun pays ne peut en imposer à d'autres. C'est déjà une structure un peu équilibrée au départ. Et je crois que les BRICS vont évoluer dans une structure d'équilibre. Et le fait, par exemple, qu'il y ait au sein des BRICS l'Inde et la Chine qui ont, sur un certain point, des considérations géopolitiques et même militaires opposées, montre que les BRICS peuvent être un socle de stabilité et d'équilibre au niveau mondial. Et donc, l'élargissement des BRICS ne peut être qu'un facteur de paix
et de progrès. Et à ce propos, je voulais vous rappeler ce que le président Ramaphosa a dit ce matin. Il a fait un discours très, très important. Et je voudrais signaler juste 3 choses qu'il a dit au début de son discours. Il a dit que les BRICS, le but des BRICS, c'est la solidarité et le progrès. Deuxièmement, le but des BRICS, c'est l'inclusivité et un ordre mondial plus équitable, Equitable World Order. Et il a parlé ensuite de Sustainable Development. Et même un 4e point qu'il ne faut pas négliger et qui nous ramène à cet idiot qui parlait de jungle et de jardin, il a dit que les BRICS voient dans la famille humaine un enrichissement de l'histoire, de la culture. Et c'est très important, il ne faut pas oublier la culture. C'est la culture qui nous civilise tous, c'est la culture par laquelle nous sommes tous dans une grande famille humaine, où certes les autres n'ont pas le mépris qu'on a vu jusqu'à présent dans les pays du G7. Et si je pouvais dire un dernier mot pour terminer par rapport à ce que mon collègue a dit tout à l'heure, qu'on vivait avant dans un ordre mondial et qu'il y avait les règles du droit qui étaient respectées, je regrette, les règles du droit n'ont jamais été respectées. Il y a un certain nombre de groupes de pays qu'on appelle abusivement pays occidentaux qui, à un certain moment de l'histoire passée, a acquis une technologie qui lui a permis d'être militairement plus forte et qui a, tout au long de l'histoire, abusé de sa force pour des visées prédatrices. C'est ce contrepoids contre la prédation que représentent les BRICS et qui représente un espoir pour le monde. Ceci dit, les BRICS, et le président Ramaphosa l'a encore précisé, les BRICS ne sont pas là pour s'opposer au G7. Les BRICS sont là pour apporter un pôle qui peut rééquilibrer les choses. Et d'ailleurs, je crois que les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes. Et enfin, bon, je vais arrêter là. Très bien, vous évoquez justement Cyril Ramaphosa, je vous propose de l'écouter. Nous savons que la pauvreté, les inégalités et le sous-développement constituent les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Nous sommes préoccupés par le fait que les systèmes financiers et de paiement mondiaux soient de plus en plus utilisés comme instruments de contestation géopolitique. La reprise économique mondiale repose sur des systèmes de paiement mondiaux prévisibles et sur le bon fonctionnement des banques, des chaînes d'approvisionnement et du commerce, du tourisme, ainsi que des flux financiers. Poursuivre les discussions sur des mesures pratiques visant à faciliter les flux commerciaux et d'investissement grâce à l'utilisation accrue des monnaies locales. François Ndengwe, le champ politique international donc fait face à plusieurs problèmes et la sécurité alimentaire constitue le défi le plus urgent. Non. Pour moi, il y a un défi majeur, c'est la question de la monnaie et du dollar. C'est vraiment, moi, si les gens du BRICS ne peuvent pas sortir avec un début de solution programmée, parce qu'on ne va pas écarter le dollar du jour au lendemain, mais le grand facteur de déséquilibre mondial, c'est le dollar. Et cela se montre tout à fait parce que, pour revenir au fait qu'il y a non seulement un abus de position dominante, si on peut parler, mais il y a un abus considérable. Et vous savez qu'à la fin de la Deuxième Guerre, avec le président Roosevelt, ils avaient pris la décision que le dollar serait devenu le système, comme on appelait le système étalon dollar, où une once d'or c'était 35 $, et les Américains ont abusé en imprimant beaucoup plus de dollars qu'ils n'avaient de réserve. Or, en février 1965, le général Charles de Gaulle, président de la République française, a averti les Américains que cela ne pouvait pas continuer ainsi, parce que les Américains abusaient. Donc c'était déjà, ils ne respectaient pas leurs engagements. Et les gens croyaient que de Gaulle s'amusait. Le général de Gaulle, il a pris un navire militaire français. Dans ce navire militaire français, avec des soldats français, il a envoyé en Amérique, et avec des paquets de dollars, papier, et il a remis les papiers de dollars, il a demandé à la Banque centrale américaine, remettez-moi de notre or. Et l'or français est revenu en France. Et à ce moment, les Américains ont eu très, très peur parce que si tous les pays faisaient cela, ils allaient se rendre compte que leur abus ne tenait pas, ils n'auraient pas suffisamment de contrepartie en or. Et ils ont fait quelque chose d'incroyable. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon a décidé unilatéralement
de couper le lien entre le dollar et l'or. Oui. Et c'est un abus fondamental qui a déséquilibré complètement l'économie mondiale et qui a non seulement déséquilibré l'économie mondiale, et qui a faussé tous les calculs. Et depuis, on peut imprimer les dollars que l'on veut. Les États-Unis peuvent se permettre de faire n'importe quoi, d'avoir une folie sur leur dette publique. Ils impriment du papier, mais ce n'est pas seulement la faute des États-Unis. Il y a aussi la faute de l'Arabie saoudite qui a accepté un arrangement de l'échange de dollars contre une richesse réelle qui s'appelle le pétrole. François Ndengwe, on doit revenir aux questions géopolitiques. Abdelrahman Hadef, quel pourrait être l'apport des BRICS pour permettre donc la résolution de cette crise alimentaire, notamment à la lumière de la suspension de l'accord de blé de la mer Noire? Je pense déjà il faut prendre la problématique dans la globalité. Aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping a parlé aussi de la perturbation des chaînes d'approvisionnement dans leur globalité. Et là, je pense qu'il est important que le monde se mette d'accord sur certaines priorités, certains enjeux qu'il ne faut jamais politiser. À l'exemple de l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau. D'ailleurs, c'était les deux sujets qui ont été débattus hier lors de la première journée du sommet des BRICS. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est une ligne rouge, à mon sens, qu'il faut interdire à être instrumentalisé. Et je pense que le président russe, dans son discours d'ouverture, a bien mentionné cette instrumentalisation de le circuit de distribution et d'approvisionnement en produits alimentaires. Aujourd'hui, il est important à ce que on accompagne les pays pauvres déjà pour qu'ils développent leur industrie. Tout à l'heure, notre collègue a parlé de la nécessité de réindustrialisation dans les pays du Sud global, parce que sans industrie, on ne développera jamais une agriculture durable. Et c'est là où il faut maintenant, à mon sens, développer ces aspects-là. Il y a l'accès à la technologie, parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, aujourd'hui, ce n'est plus la même agriculture. D'ailleurs, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, lors de son entretien avec la presse nationale, l'a bien signifié que l'agriculture aujourd'hui, c'est de la science. Ce n'est plus l'agriculture classique, traditionnelle. Donc, l'accès à la technologie, il est très important pour les pays du Sud. Troisième point, le développement des ressources humaines. Aujourd'hui, la population des pays du Sud a besoin qu'il y ait un développement des ressources humaines pour qu'elles se prennent en charge, surtout dans des défis pareils comme la sécurité alimentaire, qui devient aujourd'hui un enjeu de survie pour les pays du Sud. À mon sens, les pays des BRICS, avec leur capacité de production. D'ailleurs, on a le Brésil qui est un des greniers du monde, on a la Russie aussi en termes céréaliers, il y a beaucoup de capacités. Maintenant, c'est là où l'enjeu dans ce regroupement, c'est d'avoir une cohérence dans l'action, mais surtout ce que les pays occidentaux ont dénoncé à un certain moment, les pays du Sud, c'est de travailler dans ce qu'on appelle l'esprit des chaînes de valeur. Il faut qu'on ait des chaînes de valeur au niveau du Sud global où on peut travailler tous ensemble pour avoir des produits à disponibilité pour l'ensemble de la population. Justement, une question d'actualité brûlante, Monsieur Hadef, on reste avec vous. La région sahélo-saharienne est au centre des préoccupations en ce moment, on le sait, notamment avec ce qui se passe au Niger, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Pensez-vous que les BRICS pourraient jouer un rôle dans l'accompagnement de la résolution de cette crise ? Déjà, la crise, elle intervient dans un contexte assez particulier et il y a des questions à se poser pour qu'elle se déclenche à ce moment-là de l'histoire et
de cette évolution de la géopolitique mondiale. Donc déjà, il y a une question à se poser. Comment cette crise du Niger s'est déclarée à ce moment-là? Maintenant, effectivement, les pays des BRICS sont un facteur de stabilité pour l'Afrique déjà et pour le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, tous les messages dans les discours œuvrent à ce qu'il y ait cette stabilité. Aujourd'hui, on parle de la sécurité globale. Aujourd'hui, effectivement, les pays des BRICS ne disposent pas d'instruments militaires et d'instruments de sécurité. D'ailleurs, c'est ça déjà le besoin d'aller vers une réforme des systèmes des Nations Unies, surtout dans un aspect Conseil de sécurité, où il faut aujourd'hui que ces instruments... C'est un sujet qu'on va évoquer. Voilà, ces instruments soient au service de l'humanité. Maintenant, pour revenir à l'Afrique, laissez-moi dire, tout à l'heure, notre ami a parlé de la croissance. Il faut savoir une chose, que dans les chiffres qu'on avait annoncés, il y avait un chiffre qu'on n'avait pas évoqué, et qui est à mon sens très très important. C'est le taux de croissance mondial généré par les pays des BRICS. On a parlé du PIB qui est dans l'ordre du quart, donc les 26% du PIB mondial. On a parlé de la population, on a parlé du commerce international qui est aux alentours de 16 à 18%. Mais on a oublié de parler de la croissance mondiale qui est tirée par les pays des BRICS. Plus de 50% de la croissance mondiale est tirée par les pays des BRICS. Mais laissez-moi dire autre chose, que pour les années à venir, la principale source de croissance serait le continent africain. C'est pour cela que même les pays occidentaux commencent à changer d'approche envers les pays africains. Dernièrement, et je termine par là, le dernier sommet USA-Afrique a vu un changement radical dans la façon de faire entre les États-Unis et les pays africains, parce qu'ils ont senti que les pays des BRICS commencent à redonner une autre image de l'Afrique, surtout en s'investissant dans les infrastructures de base, qui est un retard énorme pour les pays africains. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'Algérie, c'est son cheval de bataille aujourd'hui pour l'intégration économique africaine, c'est le développement des infrastructures de base. Et l'Algérie, on en parle justement, Monsieur Hadef, l'Algérie et son action diplomatique pour la paix au Niger. On rappelle que le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, effectue une tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Esteban Silva Quadra, votre avis sur la question? Bon, je pense que, d'abord, je voudrais exprimer deux idées sur cela. Premièrement, la crise, la mondialisation à caractère néolibéral est en crise depuis longtemps, mais avec la guerre, d'une part, avec la crise, avec les échanges, la croissance des échanges inégaux, la dépendance, etc., c'est approfondi. Donc, dans ces contextes-là, évidemment, les BRICS, les pays qui vont se rassembler sur le plan économique, mais aussi politique, vont jouer un rôle dans la transition vers un nouveau ordre multilatéral plus juste, premièrement. Deuxièmement, et sur le plan politique, à propos de sa question, je pense que déjà, les pays qui sont concernés au BRICS, notamment la Chine et aussi, en particulier aussi, la Russie, non, et jouent déjà de fait un rôle important par rapport aux crises qui sont ouvertes, sont réouvertes vis-à-vis la politique géopolitique impérialiste des États-Unis et de ses alliés de l'Union européenne dans l'OTAN, rassemblés dans l'OTAN. Parce que il faut dire qu'il y a pas mal de conflits qui sont sur différents territoires, y compris en territoire de l'Afrique. Il y a aussi les intérêts des grosses entreprises transnationales européennes des pays du Nord, non, sur les ressources naturelles de nos pays, sur les plans politiques et aussi militaires. Et donc, dans ces contextes-là, c'est vrai que la possibilité de résolution pacifique
sans intervention militaire étrangère des grandes puissances bien, du pays Silva. du Nord. C'est très important le rôle qu'il peut jouer aussi comme contrepoids collaborer les pays concernés aux BRICS. Très bien, Monsieur Silva, on doit enchaîner. Les Africains cherchent une solution sans interférence étrangère. Différent aux propres Africains pour résoudre ces problèmes et ces défis. Oui, donc l'Afrique doit résoudre ses problèmes elle-même. Ça nous permet justement de passer à notre troisième partie d'émission. Ce 15e sommet des BRICS, c'est également donc l'occasion pour ces dirigeants de réaffirmer leur position concernant certains conflits. On pense notamment à la Palestine ou encore au Sahara occidental. Avec la présence de Brahim Rali à Johannesburg, je vous propose de suivre ce reportage signé Tinhinan Makassi. Les observateurs l'affirment sans hésitation. Le groupe des BRICS est en train de changer les rapports internationaux, favorisant des relations mondiales plus équilibrées et équitables, mettant en avant la vision d'un Sud globalisé et solidaire. La 15e édition du sommet des BRICS, qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud, s'inscrit naturellement dans ce sillage, avec pour slogan « Les BRICS et l'Afrique ». En plus des sujets à l'ordre du jour, qui permettent déjà de se projeter dans cet avenir à l'horizon multipolaire, à travers notamment le renforcement du mécanisme multilatéral que représente le groupe, mais aussi l'élargissement à de nouveaux membres et la dynamisation de sa banque de développement, comme alternative à l'hégémonie occidentale politique et économique. À ce propos, le président brésilien Lula da Silva affirme la pleine implication du groupe dans le renforcement de la coopération sud-sud et le soutien aux aspirations des peuples à la justice et à l'équité. Dans ce sillage, le président du pays hôte du sommet, Cyril Ramaphosa, a exprimé l'engagement de son pays sur le principe de la solidarité internationale, réitérant le soutien indéfectible du groupe au peuple en lutte contre le colonialisme et le racisme, en particulier celle de la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental et évidemment la Palestine. Les pays membres des BRICS avaient déjà en avril dernier publié une déclaration commune dans laquelle ils appelaient à une solution politique immédiate garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette déclaration enjoint ainsi l'invitation adressée au président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario à prendre part aux travaux de cette 15e édition, qui s'annonce historique en vue du contexte politique mondial et continental. C'est d'ailleurs fort d'une délégation importante que Brahim Rali s'est rendu en Afrique du Sud pour y prendre part, marquant ainsi une avancée diplomatique majeure pour le Sahara occidental, mais aussi plantant les jalons d'un renouveau dessiné par les BRICS et leurs alliés, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Voilà, alors Abdelrahman Hadef, très rapidement, les dirigeants des BRICS réitèrent leur attachement au principe de solidarité. Oui. Effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin de solidarité et de responsabilité. On ne peut continuer à avoir des dossiers comme celui du Sahara occidental ou de la Palestine qui n'arrivent pas à avoir leur résolution. Aujourd'hui, il est important. D'ailleurs, c'est une des problématiques de ce système mondial qui n'arrive pas à résoudre des problèmes qui sont évidents aujourd'hui. Il est important d'arriver à une réforme de ce système pour qu'on puisse donner raison et donner la parole à ces peuples-là. Très bien. Esteban Silva Quadra, très rapidement, est-ce que la présence de Brahim Rali dans ce sommet, dans un sommet d'une importance diplomatique, constitue une victoire pour la cause sahraoui ? Oui, il constitue une très très large victoire parce que on parle maintenant du droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Il faut mettre en valeur le rôle très important qu'a joué le président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa, membre aussi de l'Union africaine et hôte principal dans ces rassemblements, dans l'invitation des dialogues avec le président Brahim Ghali de la race et de secrétaire général du Front Polisario. Il faut pas oublier l'importance de la visite avant de ça du président Tebboune en Chine et l'accord qui ont signé tous les deux en reconnaissance le droit à la autodétermination du peuple sahraoui qui a envoyé un signal
aussi très important, même pour la politique extérieure de la Chine, du président Xi Jinping, sur les droits du peuple sahraoui à la autodétermination, etc. Donc, dans ces sens-là, c'est très important que quand on parle de commerce, des échanges, des productions, on peut parler des droits du peuple à la autodétermination et à la décolonisation totale, parce que nous sommes en plein 21e siècle, et encore, il y a des peuples comme le peuple sahraoui, et bien évidemment, des peuples comme le peuple palestinien qui se battent pour leur autodétermination et pour leurs droits comme peuple du pays. Très bien, Monsieur Silva. Très bien. Dernière question pour vous, François Ndengwe. Est-ce que ce sommet des BRICS permettra l'essor d'un bloc géopolitique garantissant la construction d'un monde multipolaire? Le monde multipolaire, comme on dit, est déjà en création. Il est déjà de fait. Maintenant, je ne suis pas pour la politique des blocs. Pour moi, il faut qu'il y ait des échanges au niveau de l'humanité. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Il se trouve que certains sont nés dans un certain pays et d'autres ailleurs. Le déséquilibre que vit notre belle terre, notre belle planète, existe depuis pratiquement 500 ans. Et nous savons que c'est les mêmes qui ont créé ce déséquilibre, c'est les mêmes qui ont abusé de leur pouvoir et qui ne veulent pas lâcher. Mais ils seront obligés de lâcher. Je vais prendre juste un exemple, je vais vous citer un livre. Vous savez que les États-Unis d'Amérique, il y a 2 universitaires américains, ce sont des femmes qui s'appellent Dorothy Durfee et Sidi Takuché, qui ont écrit un livre très intéressant qui a été publié le mois dernier par les éditions Oxford. Le titre du livre, c'est Dying by Swords, The Militarization of US Foreign Policy. C'est-à-dire mourir par l'épée, la militarisation de la politique étrangère des États-Unis. Il se trouve que depuis 239 ans, les États-Unis sont en guerre 222 années sur 239. C'est-à-dire presque 93% de temps, ils sont en guerre. Donc il faut vraiment une autre force, pas un bloc, pour montrer qu'on ne peut pas continuer à être en guerre comme ça. On ne peut pas continuer à abuser. Par exemple, tous les... Très bien, François Ndengwe. Très bien, désolé de vous couper parce que ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc, François Ndengwe, que vous étiez en direct avec nous depuis Washington et que vous êtes analyste géopolitique. Esteban Silva Quadra, analyste géopolitique également. Vous étiez avec nous depuis Santiago au Chili et puis avec nous sur le plateau, Abdelrahman Hadef, expert en géoéconomie. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Al24 News. Ce programme vous a été présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. كوندور, prenez votre envol.